5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion qui ne sera que le prolongement de instants politiques puisqu'on s'intéresse toujours à la coopération entre le Bénin et le Niger et cette sortie du chef de l'État mercredi dernier pour repréciser la posture du Bénin. Si notre pays est vu comme ennemi, alors notre port doit l'être également. Voilà les propos de Patrice Talon. Les tensions entre le Niger et le Bénin s'exacerbent. Dernier développement, eh bien, la décision du président de la République d'imposer un embargo sur le pétrole nigérien, une mesure qui vise à faire pression sur Niamey pour qu'il rouvre ses frontières terrestres fermées depuis plusieurs mois. Mais derrière cette décision économique se cache un bras de fer politico-diplomatique aux multiples ramifications. Ces quintes de tour qui grippent l'axe Cotonou-Niamey ont pourtant un impact significatif sur les populations de part et d'autre de la frontière. Comment trouver une issue à cette impasse et éviter l'escalade? Faut-il un médiateur? Eh bien, nous en parlons et on revient sur cette marche des syndicalistes. Samedi dernier, ils ont uni leur voix et leurs espoirs pour dénoncer la vie chère, proclamer haut et fort le droit à une vie digne dans un monde où les prix s'envolent sans répit. Dans un élan de solidarité et de détermination, les syndicats ont marché non seulement pour leurs propres membres, mais pour chaque individu touché par les pressions économiques. Après plusieurs tentatives infructueuses, la marche s'est enfin déroulée sans heure avec la promesse du ministre d'État Blaise Diop-Tchané de rencontrer les syndicalistes dans le cadre d'un échange formel pour le compte du dialogue. Et puis, on reviendra également sur le Niger. Évidemment, sur le Mali, j'ai envie de dire, c'est la voie royale pour Assimi Goïta. Les conclusions du dialogue intermalien recommandent la candidature du chef de la junte en vue de la future présidentielle dont la date n'est pas encore fixée. Les participants souhaitent même la prorogation de la durée de la transition de 2 à 5 ans. Goïta est-il en roue libre? Analyse de mes francs-parleurs du lundi à suivre et mes francs-parleurs d'aujourd'hui, ils en ont. Francis Eloyat, allez, bonjour et bienvenue. Bonjour Ben. Comment allez-vous? Je vais très bien. Un plaisir de vous retrouver sur 5 sur 7 matin. Le plaisir partagé. Juste à côté de vous, Julien Kitty, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Améro. Comment allez-vous? Très très bien, comme vous le constatez. Et de l'autre côté, docteur Paul-Marie Ouessou, théoricien de la gouvernance d'État. Bonjour et bienvenue, docteur. Bonjour, Eman. Ça fait un moment qu'on ne nous a pas eu sur ce plateau. Oui, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver ici, docteur. C'est un plaisir d'être là aussi. Franchement, c'est un bonheur. Ouais. Et ils se sont tous entendus pour faire un complot. Ils se sont mis en chemise cravate, je n'ai pas compris. Allez, j'aurais pu enlever ma veste aussi, mais non, j'ai commencé l'émission comme ça, je demeure tel, monsieur. Alors, messieurs, on va, avant évidemment d'opiner sur le premier sujet du jour, on va réécouter Patrice Talon, c'était mercredi dernier au palais de la Marina, qui intervenait sur, évidemment, la situation entre le Bénin et le Niger. Nous avons donné également notre approbation pour les formalités de mise en œuvre du pipeline qui conduit le pétrole nigérien au Bénin et pour être chargé sur la plateforme de Sémé où des bateaux viendront accoster pour charger le pétrole nigérien par le pipe. Mais tout cela relève d'échanges formels, organisés, structurés, parce qu'il y a un contrat qui lie le Niger, le Bénin et les entreprises chinoises partenaires du Niger. Nous avons permis que les travaux préparatoires aient lieu au Bénin ici et les Nigériens sont venus assister à ces travaux-là, bien que la frontière soit fermée du côté du Niger. Et il est question que dans les tout prochains jours, les autorités nigériennes, à un plus haut niveau, viennent au Bénin pour inaugurer le démarrage des activités de livraison de pétrole. Et que donc des bateaux viennent à Sémé pour charger. Mais nous avons dit que cela ne peut pas se faire de manière informelle, comme c'est le cas des denrées qui vont au Niger. C'est vrai que pour nourrir nos frères et sœurs, pour vendre des céréales au Niger, nous avons permis que l'informel règne parce que c'est quand même nos frères et sœurs qui ont besoin de manger. Mais est-ce que nous allons transformer toutes les relations économiques, sociales, politiques entre le Niger et le Bénin en informel? Et ça, c'est trop sérieux. C'est des contrats qui lient 3 pays, des entreprises et consorts. Nous avons dit, ça ne peut pas être informel. Il faut que les relations économiques, les relations d'échange soient rétablies pour que
les biens, notamment de ce pétrole, puissent traverser le Bénin, être chargés et qu'on sort. C'est ce que nous avons dit. Nous n'avons pas reçu de réponse. Non, c'est à croire que les autorités nigériennes préfèrent que le pétrole nigérien traverse le Bénin de manière informelle, soit chargé dans nos eaux de manière informelle, parce qu'ils estiment que le Bénin est un pays ennemi, peut-être que les autorités béninoises sont des ennemis. Alors, si nous sommes vus comme des ennemis, alors notre maïs aussi doit être vu comme un maïs ennemi. Le sorgho, le mil qui va au Niger, sont-ils devenus des produits ennemis du Niger? Et pourtant, nous les laissons partir. On ne peut pas nous voir comme des ennemis et vouloir de nos biens, de nos efforts, de notre collaboration, autrement que dans l'adversité également. Ce n'est pas notre vision à nous. Le Niger est un pays ami. Les Nigériens sont nos frères et nos sœurs. Les autorités nigériennes sont des partenaires, sont nos confrères, que nous pouvons travailler ensemble. Et nous avons dit que nos eaux, les eaux territoriales du Bénin, qui font partie de l'espace du territoire du Bénin, ne peuvent pas faire l'objet d'un trafic illicite, pas faire l'objet d'échanges informels. Si vous voulez charger votre pétrole sur nos plateformes, dans nos eaux, alors vous devez considérer que le Bénin n'est pas un pays ennemi et que le territoire du Bénin ne peut pas faire l'objet de trafic illicite ou bien alors d'échanges informels. Et ce n'est pas que nous avons refusé de mettre à contribution notre territoire, notre administration, nos moyens pour les échanges entre le Niger et le Bénin. Nous disons que cela doit se faire de manière formelle. C'est tout. Si demain, les autorités nigériennes décident de collaborer avec le Bénin de manière formelle, les bateaux viendront charger. Mais pas dans un environnement d'informel et d'adversité qui ne se justifie point. Voilà la situation. Et je suis malheureux de le constater et j'appelle de tous mes voeux les autorités nigériennes pour que le Bénin et le Niger retrouvent la fraternité qui a toujours existé et les rassurer que le Bénin n'agressera jamais le Niger. Il n'est pas de notre intérêt. Nous n'avons aucun intérêt à le faire, ce n'est pas de nos intentions. Pourquoi on le ferait? Pourquoi le Bénin serait un pays ennemi, adversaire du Niger? Pourquoi les autorités béninoises seraient des adversaires des autorités nigériennes? Il n'y a pas de raison pour cela. Donc je saisis cette occasion pour leur adresser un message de fraternité, d'amitié, de solidarité et dire que le Bénin restera dans cette dynamique tout le temps, aussi longtemps qu'eux le voudraient. Jules Léandre Kitty, vous avez suivi donc le chef de l'État, Patrice Talon. Que vous inspire cette posture du président de la République? Mais d'abord, quelqu'un, comme j'ai coutume de le dire, qui assume ses positions, ses décisions. C'est très important lorsque vous êtes à un niveau de leadership comme le sien. Il faut être clair sur ce que vous voulez. Il faut assumer vos décisions, même si elles paraissent dures, même si elles paraissent assez risquées pour ceux qui craignent pour les relations entre le Bénin et le Niger. Cette posture, elle est également intéressante en ce sens que le chef de l'État béninois n'érige pas les autorités nigériennes, encore moins le peuple nigérien, en ennemi lorsqu'il dit qu'il envoie un message de fraternité, de solidarité, et que si dès demain, dès le lendemain de sa déclaration, les autorités nigériennes reprenaient des relations formelles avec le Bénin, tout irait bien. Je pense que par ailleurs c'est extrêmement responsable et je pense que c'est la preuve que Patrice Talon respecte les Béninois que nous sommes. Parce que nous ne l'avons pas élu pour que lui, il se permette d'entretenir des relations ou d'engager notre pays dans des relations informelles avec un autre État. Ce dont il est question, et il confirme, comme la partie nigérienne aussi, qu'il y a des accords formels entre les deux pays. Et depuis 2019, où il y a ces accords-là, les relations entre le Bénin et le Niger avaient été dans un état donné. D'accord? Dès que l'autre partie se met en situation exceptionnelle avec vous, alors que vous avez rétabli ces relations-là, ça veut dire que l'autre vous regarde comme quelqu'un qui n'est pas fréquentable. Alors, vous pensez que si les Béninois se levaient pour demander des comptes au président Patrice Talon dans l'exécution de ces accords-là, alors que la partie nigérienne continue de considérer que les autorités béninoises
sont dans un complot, parce que j'ai écouté le Premier ministre nigérien, c'est ni plus ni moins ce qu'il est en train de dire, c'est-à-dire que le Bénin entretient des bases d'entraînement de terroristes pour les attaquer. Ça n'a pas de différence avec le Bénin veut nous attaquer. Quelles que soient les relations économiques que vous avez, quelles que soient les relations politiques que vous avez, lorsque vous accusez votre voisin de vouloir vous attaquer ou servir de tremplin à vos ennemis pour vous attaquer, ça veut dire que celui-là, vous ne pouvez pas lui laisser entre ses mains vos intérêts. Mais quand les Nigériens et les autorités nigériennes sont capables d'ériger les autorités béninoises et le peuple béninois en ennemis et revenir dire parce que la Chine est entre nous, aller traiter avec la Chine, on peut passer nos intérêts chez vous, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est que ça que le chef de l'État béninois demande. Il n'est d'ailleurs pas, il a dit, répété, ce n'est pas dans l'intérêt du Bénin de bloquer une telle situation. Donc c'est responsable de sa part. Il respecte le mandat que les Béninois lui ont donné. Autrement, il se serait mis en difficulté avec tout l'arsenal juridique qui encadre la haute fonction de président de la République qu'il incarne aujourd'hui. Docteur Paul-Marie Ouessou, on a reçu en première heure, il y a tout juste quelques minutes en arrière, Maître Renaud Agbodio du parti les démocrates qui estiment que cette posture du président Patrice Talon est un casus belli, c'est une déclaration de guerre, c'est un acte de déclaration de guerre diplomatique. Est-ce que vous partagez cet avis ? Bon, sans trop partager l'avis, mais c'est que moi je me surprends à constater qu'il y a trop de légèreté dans la gestion de la crise avec le Niger. Trop de légèreté. Sans vraiment être chose-là, trop de légèreté. J'ai écouté Léandre, mais je voudrais qu'on prenne position pour le Bénin. Mais aussi, faudrait-il que les autorités béninoises nous permettent de prendre position pour le Bénin. Moi, j'ai écouté le Premier ministre, autant que j'ai écouté le président Talon, c'est-à-dire le nombre de fois que j'ai écouté le président Talon, ce même nombre de fois, c'est pas 5 fois, c'est pas 6 fois, j'ai écouté le Premier ministre nigérien. Et je crois que il est très important qu'on prenne au sérieux un certain nombre de choses. Aucun pays au monde, quand il commence à parler de sécurité, aucun pays au monde ne traite la question de sécurité. D'ailleurs, le Bénin n'a jamais traité la question de sécurité avec légèreté. On a entendu, rien que pour des questions, on a dit que certains vont poser des actes de terrorisme. Vous avez vu ce qui s'est passé au pays ici. Et les gens se retrouvent encore en prison à cause de ça. Alors, donc, pourquoi vous voulez que les Nigériens, eux, ils traitent avec légèreté la question de sécurité? Et ce n'est pas aujourd'hui. Il a cité les pays, ils ont maintenant cité nommément les villes ou les villages. Bien sûr, j'ai écouté également le Premier ministre nigérien, il a parlé de Kandi, il a parlé de Banikani aussi, enfin, je pense, oui. Banikani, le parc W. Pour ne pas dire le complexe WAP, parce que c'est partagé entre le Niger et le Burkina Faso. Alors, la question de sécurité pour un État est fondamentale. Mais si vous prenez ça et vous traitez... Moi, je pense que c'était déjà une légèreté, excusez-moi de le dire, de la part du président de la République, que d'évoquer cette question-là, telle qu'il l'a évoquée dans son intervention. Parce que la question de sécurité pour une nation, et rappelez-vous, puisque tout a commencé avec le coup d'État du 26 juillet 2023, n'est-ce pas? Et la position du Bénin par rapport à ce coup d'État. Et quand vous avez pris cette position, vous avez été dans la posture... Le Bénin n'a pas pris une posture unilatérale. Le Bénin était dans la dynamique de la CEDEAO. Je crois qu'on ne va pas refaire ce débat, c'est-à-dire la CEDEAO, c'est la CEDEAO. La CEDEAO, c'est un truc bizarre. Et puis le reste, chacun prend une position derrière. Et le Bénin a pris sa position. Écoutez, d'abord, quand vous écoutez le Premier ministre nigérien, qu'est-ce qu'il a dit? Que le Bénin est le seul pays où les frontières ont été fermées avec une certaine étanchéité. C'est-à-dire fermées totalement. Ça veut dire que même le Nigeria
avait fermé sa frontière, mais laissait passer les produits, sauf le Bénin. Il a dit, nous avons 7 frontières. Et de ces 7 frontières, 3 étaient de la CEDEAO. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Non, 4, pardon. Le Mali, le Burkina Faso, le Bénin et le Nigeria. Mais c'est seul le Bénin qui a fermé totalement ses frontières. Totalement. C'est-à-dire, vous comprenez ce que ça veut dire? C'est une question de communication. Pourquoi vous voulez... docteur Wissou? Oui, mais... Dans ce genre de situation, chacun sert le narratif qui lui convient. Non, mais là, il y a le narratif et la réalité. Nous sommes allés constater, il y a des gens qui sont allés constater quand même. Les gens sont allés à la frontière dans ce pays. Et dans le même temps, faut pas qu'on oublie dans le même temps, il y avait des voies parallèles qui ont été... mais écoutez, le Bénin... Le Nigeria avait fermé ses frontières. Il n'y avait pas de voies parallèles pour que les produits nigériens viennent au Bénin. Pourquoi l'informel? Pourquoi on veut utiliser, comment on appelle, ces voies informelles pour dire que, donc, il faut rétablir. Sincèrement, je crois qu'on traite le sujet avec légèreté. Comment on appelle, les voies informelles, le Nigeria avait fermé les frontières avec le Bénin. Les produits nigériens étaient toujours au Bénin ici. L'essence n'a jamais cessé de couler au Bénin ici. L'essence nigérienne n'a jamais cessé de couler au Bénin ici. Mais ce qui est plus important et dont nous devons tenir compte, c'est que la géopolitique du pétrole, je ne sais pas si nous en avons vraiment conscience. Le pétrole n'a jamais été un instrument de guerre. Le pétrole, regardez, la Russie est en conflit avec l'Ukraine. L'Ukraine est financée par les pays européens, par les États-Unis, mais la Russie continuait jusqu'à un certain temps. Je crois que ça a repris de donner du pétrole aux pays européens. Alors, donc, moi, la géopolitique du pétrole, on ne peut pas prendre le pétrole et les accords qui ont été signés formellement sur le pétrole, sur les trafics de maïs qui traversent les frontières. Donc pour vous, formellement, c'est-à-dire que le Niger peut garder sa frontière fermée et pendant ce temps, son pétrole peut continuer à transiter par le Bénin sans aucun problème. Si on a compris votre... Ça, c'est ce qui se passe partout dans le monde. Attendez que je... Oui, il faut optimiser le temps aussi pour permettre à tout le monde d'avoir un temps de parole assez équitable. Je veux bien sûr que ce soit comme ça, mais il faut que l'explication aille jusqu'au bout, sinon on prête des intentions aux uns aux autres. Vous savez, j'en ai une expérience, n'est-ce pas? Donc, il faut vraiment que nous comprenions que la question du pétrole et surtout les accords qui ont été signés, qui sont formels sur le pétrole, que les Nigérians ne débattent pas des bateaux ici de façon informelle. C'est des accords qui ont été signés, mais que le maïs traverse la frontière. Il n'y a pas un accord que je sache sur cette question-là. Et les Nigérians ont dit qu'ils sont d'accord que les Béninois arrêtent la traversée du maïs par le fleuve pour aller au Niger. Donc moi je crois qu'il est très important qu'on se remette, qu'on se rasseye et qu'on reconsidère le sujet avec sérieux. D'accord. Sérieux. Vous pensez que ce n'est pas non pas parce que je pense que le Niger a totalement raison, mais je pense qu'il faut traiter les questions qu'il pose avec sérieux. D'accord. Voilà. Francis Eloge, attendez, vous avez écouté le développement du docteur Wissou. Pour lui, le Bénin ne saurait, on va dire, se servir donc de l'arme du pétrole pour régler ses comptes géopolitiques avec son voisin. Est-ce que vous êtes de cet avis? Je brûlais d'envie, j'allais même dire que je mourrais d'envie de prendre la parole. Parce qu'il faut rappeler le contexte. Si nous ne contextualisons pas, nous n'allons pas comprendre. Quel est le contexte? Parce que avant le 26 juillet 2023, vous et moi pourrions saluer l'excellence des relations entre le Bénin et le Niger. À preuve, quand le président Bazoum est venu ici, vous avez vu, il y a un de vos confrères qui a couvert. Marcel Rossi en l'occurrence. Ah mais oui, et puis je crois, à l'occasion... Il y avait une phrase culte qui était restée dans les mémoires. Lorsqu'il a demandé si le président Bazoum avait dit que le port du Bénin est aussi le port du Niger, et lui a demandé si parallèlement le pétrole du Niger est aussi celui du Bénin, aussi réciproquement le pétrole du Niger est aussi celui du Bénin. C'est bien la preuve que avant le coup d'État, les relations entre le Bénin et le Niger étaient des relations très excellentes. Mais curieusement, il y a eu un renversement anticonstitutionnel survenu le 26 juillet 2023. Le Niger, comme la plupart des États en fait francophones, sont membres d'une organisation sous-régionale, la CEDEAO. La conférence des chefs d'État s'est réunie et a décidé
d'imposer des sanctions au Niger parce que c'est perçu comme un énième coup d'État. Un coup d'État de trop. Parce que le cercle des putschistes s'agrandissait dans le Sahel. Il fallait donc arrêter la saignée. C'est vrai que dans la prise des sanctions, il y a eu un peu de l'excès. Parce qu'il y en a qui ne sont pas réellement des sanctions qui sont inscrites dans le traité, mais il y a une jurisprudence, en fait, qui autorisait ça. Parce que par le passé, il y a eu des mesures du genre qui ont été prises. Sinon, aucun texte, en fait, ne disait qu'il fallait geler les avoirs, qu'il fallait fermer les frontières, parce que la CEDEAO, depuis qu'elle est créée, le 28 mai 1975, a vocation à faciliter la circulation des populations, des peuples, et surtout la libre circulation des personnes et des biens. Lorsque les sanctions étaient prises, à l'épreuve, les chefs d'État ont constaté qu'il y a eu une radicalisation de la position du côté de la junte qui est au pouvoir au Niger. Et ce qu'on voulait, c'est qu'on aille au retour de la légalité constitutionnelle, qu'on aille au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Mais puisque ça ne venait pas, il ne faut pas envenimer les relations pour rien. Le Bénin a été parmi les tout premiers, je crois que c'était le 8 février 2024, à l'occasion d'un échange avec la presse, le chef de l'État a dit que, en fait, il y a un temps pour condamner, il y a un temps pour prendre acte, pour réclamer en fait le rétablissement de l'ordre constitutionnel, il y a un temps pour prendre acte. Et que ce qui se passe là-bas n'est pas de leur goût. Et qu'il va plaider pour l'assouplissement des sanctions imposées au Niger. Et il y a eu un sommet qui a suivi. Sa voix a été portée par plusieurs autres chefs d'État et à l'issue de ce sommet, il a été décidé de l'assouplissement des sanctions vis-à-vis du Niger, donc de l'ouverture des frontières. Le Bénin a ouvert ses frontières. Le Niger n'a pas, parce que quand le Bénin a ouvert, le Bénin attendait à avoir le même écho, le répondant du côté du Niger. Par contre, le Niger a ouvert ses frontières avec le Nigeria. Et curieusement, c'est qu'il y a eu dans la foulée bruit dans les relations entre le Niger et la France, où les Français étaient contraints de quitter le territoire. Les accords de coopération doivent être revus. Et quand cette décision a été prise, on a constaté, les Nigériens ont constaté que, en fait, au départ, la posture adoptée par le Bénin, qui est la posture de la CEDEAO, c'est-à-dire nous mettons toutes les cartes sur la table, cette posture a créé un brainstorming dans la tête des dirigeants nigériens. Puisqu'il y a eu une réaction de la part du président Tiani, qui a dit « Ne croyez pas qu'en venant chez moi, ce sera une balade de santé. » Donc, il y a eu une rectitude. On a compris que c'est une guerre d'ego, mais qui a fait un glissement sur le terrain par la suite d'une guerre de confiance. Puisque finalement, ces derniers jours, vous avez entendu que le Bénin aurait amassé des troupes à sa frontière dans la perspective de favoriser une attaque. Je suis convaincu que le président Tiani a un problème. Et ce problème, c'est la grosse crainte du renversement de son régime à partir du Bénin. Et c'est sur cet axe qu'il faut travailler pour pacifier les relations. Parce que s'il dit qu'il y a une base, écoutez, au Tchad, il y a quand même des bases. Et le Niger partage une frontière avec le Tchad. 1200 km de frontière. Bon, et le Niger en veut à la France. Le Niger a dit évidemment que le Bénin aurait partisé avec la France dans cette perspective. Mais le Niger, en quittant, dans le cas de l'AES, en quittant la CEDEAO, n'a pas quitté l'UEMOA, puisque l'UEMOA réunit les 8 anciennes colonies de la France qui ont en partage le CFA, où siège encore le partenaire qui semble être un ennemi. Donc, a priori, à mon sens, ça ne tient pas. Or, vous savez évidemment que dans le cadre de la Convention sur les pays sans littoral de 1967, il est dit qu'il faut permettre l'accès aux pays en fait, de l'Interland, tels que le Niger, le Mali, le Burkina. Mais vous savez que la position géographique stratégique de notre pays, du Bénin, fait que nous sommes une porte océane. Nous sommes une porte qui donne accès à la mer, donc le Niger a besoin de nous. Mais dans le cadre de la gestion de la crise, il y a la question du pipeline. Lorsque le Niger n'a toujours pas ouvert ses frontières terrestres,
il était concevable que nous puissions garder des relations d'hostilité pour faire du business. C'est à cela, en fait, c'est par rapport à ça que le chef d'État béninois a estimé qu'il fallait saisir cette occasion ultime pour contraindre les dirigeants, en fait, du Niger à une table de négociation. Parce que les informations qui lui parviennent, puisqu'il a dit qu'il a envoyé plusieurs émissaires, mais il n'a pas eu le répondant de côté du Niger. Et curieusement, c'est que dans leur accord de partenariat avec les partenaires privés, en fait, la multinationale, la CNPC, que c'est les membres de cette société, de cette firme, qui donnent les intentions, qui rendent compte évidemment des discussions avec le Niger. Or, nous sommes dans une dynamique de partenariat entre États. Dans cette condition, la sortie du chef d'État béninois me paraît être patriotique, souverainiste, mais c'est une posture responsable parce que nous sommes une république. Il y a des États dans lesquels les lois sont réunies en deux articles. Écoutez, donc permettez-moi de le dire. Oui, pour finir. Pour finir. Le Bénin n'est pas un État anarchique. Dans les pays anarchiques, il y a une constitution qui comporte deux articles. Un, il est interdit d'interdire. Article 2, nul n'est chargé de l'application de la loi. On ne peut pas être dans un pays où on va laisser faire comme un no man's land, où tout passe sans qu'il n'y ait une autorité qui prenne une décision responsable. Je crois que la sortie de l'État s'inscrit dans le cadre de l'affirmation de la République, de la souveraineté, et sa posture, en fait, nous rassure. C'est en cela que, évidemment, il y a peut-être un médiateur qui va venir aider à planer. Et c'est ce que je m'avais demandé à Julien Kitty. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas urgence que la CEDEAO dépêche un médiateur pour intervenir dans cette crise qui semble s'installer donc entre le Bénin et le Niger? Très bien. Vous faites bien de poser la question et de désigner, de suggérer que la médiation vienne de la CEDEAO. Cela me conforte dans la position que soit les autorités nigériennes, d'accord, ne veulent pas assumer les conséquences des décisions qu'elles se sont hâtées de prendre, ou qu'elles ne veulent pas, elles veulent quelque chose et son contraire. Pourquoi? J'ai le sentiment, dans l'hypothèse qu'elles ne veulent pas assumer leurs décisions, les conséquences de leurs décisions, ce sont ces mêmes les autorités nigériennes de la transition qui se sont empressées de s'entendre avec le Burkina Faso, le Mali, pour sortir de la CEDEAO de la manière dont vous connaissez. Pendant qu'ils devraient, même s'ils devraient avoir sorti de la CEDEAO, ils devraient écrire et attendre au bout de 12 mois avant que cela ne soit acté. Ils ont dit, nous sortons de la CEDEAO avec effet immédiat. D'accord? Alors, ce sont ces mêmes qui estiment que la CEDEAO avait appliqué contre eux ou avait pris contre eux des mesures qui n'étaient pas contenues dans les accords. Ça veut dire quoi? Vous voulez que des gens restent dans le cadre strict des tests. Mais vous-même, vous violez ces tests-là. Alors, aujourd'hui, est-ce que les autorités nigériennes peuvent s'adresser à la CEDEAO pour dire, si vous êtes revenu à de meilleurs sentiments, CEDEAO en tant qu'institution, parce que, et c'est là où je voudrais dire à Dr Wissou, ni les autorités nigériennes, ni nous-mêmes qui sommes ici, personne n'a intérêt, c'est un péché, j'en parle ainsi, de regarder, de tenir compte de notre regard sur certains acteurs majeurs de la CEDEAO qui passent alors que l'institution reste, pour décider ou proclamer que la CEDEAO, c'est bizarre, c'est quelque chose qui ne peut... On n'a pas encore décrété la mort de la CEDEAO. C'est encore dans ce cadre-là que les gens peuvent discuter et se dire la vérité. Aujourd'hui, ils disent qu'ils sont dans l'AES. Est-ce que l'AES, dans sa posture aujourd'hui, peut proposer une médiation? Ça viendra d'où? C'est le Mali de Assimi Goïta que Patrice Talon va écouter maintenant comme étant dans une position d'impartialité? Non. Est-ce que c'est le Burkina de Traoré? Non. On peut vous opposer le fait que même l'eau sale peut éteindre un incendie. Bon, l'essentiel, c'est que l'incendie soit maîtrisé. Alors, je voudrais que nous prenions en compte quelque chose. J'ai entendu la médiation, je souhaite ça pour ne pas quitter votre couloir. La médiation, il faut qu'elle vienne
Mais si elle vient de la CEDEAO, de la même manière que le Niger demande que exceptionnellement, tout en gardant sa frontière fermée avec le Bénin, que le Bénin permette que le pétrole nigérien coule par le Bénin pour aller à l'étranger, eh bien, si les autorités nigériennes peuvent accepter exceptionnellement que quoi qu'aujourd'hui, membres de l'AES, ils accèdent à une médiation de la CEDEAO, ça mettrait tout le monde d'accord. Si tant est qu'ils aiment le peuple béninois, ils veulent que nous soyons ensemble. Mais il faut qu'on attire l'attention des gens sur quelque chose. Vous parlez de la géopolitique du pétrole, qui devrait un peu, comme dans votre conception des choses, nous amener à dire, ok, on peut être dans des positions d'adversaires, mais comme ça, là, l'intérêt est majeur, on laisse passer. Quand le Niger accuse le Bénin d'abriter des bases militaires françaises ou d'abriter des bases appuyées par la France où on forme des terroristes pour les attaquer, est-ce que si le Bénin, si ça pousse le Bénin à davantage radicaliser sa position au plan militaire, s'il y a guerre entre le Niger et le Bénin, le pétrole pourra circuler? Est-ce que le pétrole pourra circuler dans ces conditions? Et le président béninois dit, l'accusation que vous portez contre mon pays et moi, c'est suffisamment grave pour qu'on mette un break, pour qu'on se regarde pour dire, est-ce que vraiment je suis l'ennemi? Est-ce qu'il y a la preuve que je suis l'ennemi? J'ai entendu le Bénin, les autorités béninoises, le porte-parole du gouvernement béninois l'a répété. Le Bénin s'est montré prêt à permettre aux autorités nigériennes de venir vérifier si ceux qui sont en train de parler, il ne suffit pas de citer des localités. Moi, je ne suis pas dans le soutien ou bien la défense d'une personne. Non, je prends position pour le Bénin. Et j'ai obligation d'être un patriote. Il ne suffit pas de rester au Niger pour dire ça. Le Premier ministre nigérien, moi, je l'ai senti dans des propos qui se moquent du Bénin. Moi, je ne le dirais pas, mais je ne permettrai pas à un ministre béninois ou encore même au président de la République du Bénin de le faire au Niger. Est-ce que le président béninois ment lorsqu'il dit « j'ai écrit au Niger » Est-ce qu'il peut mentir en disant « j'ai envoyé mon ministre des Affaires étrangères » Est-ce qu'il peut mentir en disant « je n'ai eu aucune réponse » dans les relations entre deux pays, même quand vous êtes en situation de conflit? Est-ce que c'est normal? Le Premier ministre nigérien, il n'est pas militaire. Mais il est connu à l'international comme quelqu'un qui sait comment ça se passe. Est-ce que dans la diplomatie, c'est normal de ne pas répondre à un État souverain qui vous écrit? Est-ce que c'est normal de continuer à rester dans les émotions comme le Niger le fait parce que quoi? Vous-même, vous l'avez relevé tout à l'heure. Aujourd'hui, la CEDEAO a levé ses sanctions. Le Niger préfère offrir sa passivité bienveillante à un Nigeria qui lui a coupé l'énergie électrique pour dire, puisque Patrice Talon, président du Bénin, avait de sa bouche dit on doit agir au Niger pour décourager les putschistes au besoin par la force. Il faut que les autorités actuelles du Niger restent dans cette émotion-là pour dire on ne doit pas, quand on revient la situation revient à la normale, nous comporter de la même manière comme le Bénin. Il faut sanctionner le Bénin, il faut montrer au Bénin que eux, là, ils se sont permis de parler de tel. Est-ce que les relations entre deux pays doivent être concentrées à ça? Quand le Premier ministre dit lui-même que le président béninois ne devait pas prendre ces décisions-là parce que c'est quand même très sérieux, les accords autour de ce pétrole, c'est entre trois États, que du côté de la Chine, ce ne sont pas des entreprises privées, que sont des entreprises d'État, donc c'est l'État chinois. Alors c'est de la même manière que par parallélisme des formes, le gouvernement de transition du Niger devrait comprendre que c'est au nom de ce sérieux-là que le président béninois aussi dit ce n'est pas ma personne, ce n'est pas un institut personnel que je discute avec vous pour faire du business ou vous passez par les voies détournées pour faire. Donc, le Bénin, j'estime que si les conséquences de la fermeture de la frontière avec le Niger par le Bénin, dans le cadre des sanctions imposées par la CEDEAO, si le Bénin a été trop ferme, ce n'est pas en soi un crime que de bien respecter une décision prise dans la communauté. Maintenant, si les conséquences ont été dramatiques, c'est encore le président béninois qui est revenu dire... Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un temps pour condamner, un temps pour prendre acte de l'évolution de la situation et un temps pour se réconcilier. Alors, on ne demande pas, je finis en vous disant,
il y a une image qui me revient en tête. L'un des artistes les plus grands du Bénin, à l'époque, on lui a dit une fois qu'on a l'impression qu'il est trop imbu de sa personnalité. Quand il voit les gens, il dit, j'ai obligation quand je rencontre des humains de les saluer, mais j'ai pas obligation, dès que je les vois, de m'agenouiller. Et je n'ai qu'après ça qu'on peut savoir que je les respecte. Non, Patrice Talon, on ne l'a pas mandaté pour qu'il soit en train de supplier le Niger qu'il fasse le salam alek. Au point de couler l'image du Bénin. Votre avis est bien entendu. Alors, Dr Ouessou, la question aujourd'hui, ce n'est pas de supputer ou, on va dire, de s'éterniser autour de la situation. La question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on sort de l'impasse? Comment est-ce qu'on fait pour que le Bénin et le Niger puissent retrouver la fluidité de leurs relations qui ont caractérisé quand même des années, des décennies, donc de bon voisinage? Bon, écoutez, j'espère que vous me donnerez suffisamment de temps, parce que c'est 2 voix contre une, quoi. Et vous avez vu le temps que Francis seul a pris. Pas 2 voix contre. Non. Chacun assume sa posture sur le Bien sûr. C'est pourquoi il dit, si vous prenez simplement Francis, vous avez le nom le volume. Rassurez-vous, vous en avez. Alors là, je fais en sorte que chacun sur le plateau ait du temps. Alors, on va gagner en temps, justement. Oui, on va gagner en temps, mais alors là, à la fin, nous allons faire le point des minutes. Et nous allons les diffuser, chacun va voir. On va quand même pas faire un débat autour du timing. Non, oui, c'est très important parce que dès que je commence, vous rentrez dans ma gorge, je perds le fil de ce que je dois dire et ça me pose des problèmes. Vous n'avez pas interrompu Francis, vous n'avez pas interrompu l'autre. C'est ça le problème. Bon, voilà. Moi, je veux vraiment qu'on s'élève parce que ce que j'ai entendu là, c'est suffisamment grave. C'est-à-dire, nous sommes dans les relations internationales. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous avez suivi le Premier ministre nigérien. Si vous ne l'avez pas suivi, rassurez-vous. Alors, dès que nous finissons l'émission, repartez, regardez. Dr Ouessou l'a tout suivi. Vous n'allez pas non plus donner l'impression que nous sommes venus sur ce plateau sous-informés. On l'a écouté peut-être autant et plus de fois que vous, mais c'est notre point de vue, en tout cas c'est moi mon point de vue sur ce que le Premier ministre nigérien a dit. Docteur Ouessou. Je peux y aller? Allez-y. Oui. Ben, j'espère que je ne vais pas être interrompu. Mais ne pas taper, estimer que d'autres n'ont pas suivi. C'est ça. Ce serait j'ai pas dit, élégant de penser que d'autres n'ont pas suivi. Je n'ai jamais dit ça. Que quand il cite les propos du Premier ministre, j'ai dit qu'il a menti. Non, ça veut dire qu'il a suivi. OK? Sauf que quand on regarde quelque chose, moi je suis un critique littéraire, ok? Je suis un critique littéraire. Et donc quand on regarde quelque chose, ensemble on ne voit pas la même chose. Moi j'ai vu les 2 images, l'image du président Talon, j'ai vu l'image du Premier ministre nigérien. Là où j'ai vu la sérénité, c'est au Niger. C'est ça que moi j'ai vu. Vous pouvez repartir, regarder les vidéos, vous pouvez voir ce que vous allez voir, mais moi j'ai vu la sérénité du côté du Niger. Et le Niger ne s'est à aucun moment, c'est-à-dire le Premier ministre ne s'est à aucun moment mis en position du nécessiteux qui veut qu'on ouvre on fasse passer les pétroles par ici. Il n'a jamais été dans cette position. Alors si vous n'avez pas bien suivi, il faut repartir, regarder Donc quand Francis dit ils ont besoin de nous, mais nous avons besoin d'eux. Il faut faire attention à ce que... C'est réciproque. Et c'est pourquoi je dis il faut traiter ce qui se passe avec sérieux. Regardez, il a bien fait de nous rappeler tout ce qu'il a rappelé. Sauf qu'il a oublié certaines choses, certains aspects. Vous avez un pays qui est enclavé et qui est protégé dans son enclavement par des lois au plan international. Et brutalement, on ferme toutes les frontières. Même les médicaments ne peuvent pas traverser les frontières. Rien ne pouvait traverser les frontières. Et ce pays a dû se replier sur lui-même pour retrouver la résilience qu'il faut pour pouvoir résister à cet événement qui se produit. Et vous voyez, le pays a commencé à déployer, à développer d'autres tuyaux de respiration. Et vous revenez, vous dites, c'est-à-dire que vous avez fait cela. Le pays a résisté. Le pays est resté égal à lui-même. Et il dit que, comment on l'appelle, il dit que le Niger n'a pas, au moment la CEDEAO a coupé le pont, que le Niger n'a pas
comment dirais-je? Bon, écoutez, il dit que le Niger n'a pas, au lieu d'aller négocier avec la CEDEAO, le Niger s'est raidi dans son, radicalisation, c'est le mot, la radicalisation. Mais écoutez, le Niger a trouvé les moyens de sa résilience et a survécu à la situation qui s'est posée à lui. Ensuite, le Niger est donc maintenant dans une situation où le Niger véritablement n'a pas besoin du Bénin pour aller de l'avant. Vous pensez, Dr Wissou? Je le pense, et c'est la réalité, puisque je dis, les frontières sont encore fermées, non? Alors, si le Bénin décide aujourd'hui, je vous fais une question, si le Bénin décide aujourd'hui que le pétrole, de rompre évidemment l'accord qui lie... Si vous permettez que je finisse ma question, allez-y. Le Niger alors va devoir trouver d'autres partenaires pour faire transiter son pétrole, et cela risque de prendre du temps. Ce que je vous dis, Est-ce que la solution... Le Niger, est-ce que le Niger avait le pétrole quand on a fermé les frontières? Le Niger n'avait pas de pétrole. Mais aujourd'hui, selon les rapports, économiquement, aujourd'hui, selon les rapports, économiquement, aujourd'hui, selon les rapports qu'ils ont faits, le Niger n'est pas au mieux de sa santé économique. Quel est le pays qui est au mieux de sa santé? Le Bénin est au mieux de sa santé. Écoutez, vous trompez largement, et c'est ça le problème. Le problème, c'est de voir chez l'autre le mal et de ne pas voir chez soi le mal. En réalité, je vous dis, le Niger a développé sa résilience sans le pétrole. Et donc, si le pétrole vient après, ce n'est qu'un bonus. Maintenant, si vous voulez vous appuyer sur le pétrole et dire je fais la guerre au Niger, allez, vous vous trompez largement de guerre. C'est pourquoi je vous dis de bien regarder encore l'intervention du Premier ministre nigérien et de constater qu'il n'était pas du tout dans une position de demander quoi que ce soit au Bénin. Et donc, c'est très important qu'on se le dise et qu'on se rappelle que, en fait, dans ce combat, tout le monde perd et le Bénin plus. Mais vous n'avez pas répondu finalement à ma question. Comment on fait pour sortir de... Mais c'est ce que... Oui, mais puisque là, on est en train de vraiment de prendre du temps. Vous avez vu que depuis que je parle, vous voyez le nombre de fois que vous intervenez, et surtout pour vous relancer. Mais c'est ce que j'ai dit. Vous avez vu comment les autres ont développé sans être interrompus. Vous pensez être discriminé sur le plateau? Je ne le pense. Ce n'est pas une discrimination. C'est pas une discrimination, mais je vous rappelle simplement que quand j'explique, comme les autres aussi j'explique, laissez-moi expliquer. Parce que si je ne vais pas au bout de mon explication, on a toujours comme l'impression que j'ai quelque chose contre quelqu'un. J'ai rien contre qui que ce soit au Bénin. Je suis autant patriote que quiconque au Bénin. Je suis autant patriote que tout le monde au Bénin. Mais ce que je dis, c'est ce qu'il faut faire pour que nous puissions aller de l'avant. Rappelez-vous cette question du Niger. Rappelez-vous ce que nous avons dit dans une émission, la première que nous avons faite sur le Niger avec moi ici, que la position, ce que nous avions dit, c'est ça qui s'est passé finalement. Et donc, nous ne disons que ce qu'il faut dire. Nous devons remarquer que à la longue, c'est-à-dire dans la durée, le perdant, tout le monde perd, bien sûr, dans la durée. Mais le perdant, celui qui perd le plus, c'est le Bénin. Parce que le Niger, et le Premier ministre l'a encore dit, mais écoutez, le passage du gazoduc, ce n'est pas gratuit. Ça crée des emplois au Bénin, ça donne des taxes au Bénin. Ça permet quand même aussi au Bénin, comme vous le dites, si le Niger a des problèmes parce qu'on a fermé le gazoduc, le Bénin aussi aura des problèmes. Donc il y a un certain nombre de choses que nous devons comprendre. Et à partir du moment où on a compris ça, nous devons pouvoir adopter un profil bas et aller vers le Niger, bien sûr. Ok, allons-y. Docteur Wissou, décidément aujourd'hui, sacré Docteur Wissou, très imprenable. Je comprends. J'avoue qu'on a des problèmes de timing qu'il faut. On peut y aller. Docteur Wissou, franchement. Stade, bonjour. Mais moi j'ai une réplique. Stade, bonjour. Alors on va pas concentrer, il y a deux autres sujets à aborder. On va pas donner le sentiment de les évacuer, si vous permettez. On va pas donner le sentiment de les évacuer. Chacun aura une minute dès lors que Stade nous aura livré l'avis des internautes et pensez vraiment à l'optimiser cette minute-là parce que je suis vraiment très intransigeant sur le temps. Il y a eu un peu de largesse et voilà, ça a conduit à ce que nous sommes en train d'assister. Le président Patrice Talon souhaite la réouverture des frontières nigériennes restées fermées avec le Bénin avant toute exploitation du pétrole nigérien via Cotonou. Que vous inspire cette décision? Stan, bonjour. Bonjour Rodrigue Herman Amegan, bonjour à tous. Voilà la question que nous avons adressée à nos amis internautes. Qu'ont-ils dit nos internautes? Bien sûr, nos amis internautes
compte du réseau social INSA à Facebook, ils ont réagi nombreux. Le sujet a suscité de nombreuses réactions divergentes. Des internautes regrettent que le dialogue soit rompu entre les deux pays, mais d'autres jurent qu'il fallait cette fermeté de ton de la part du Bénin, puisque le Bénin reste un peuple non violent et que ce pays ne voudrait nullement pas attaquer le Niger comme ils le prétendent. Les autorités nigériennes devraient saisir la main tendue du Bénin, ont-ils exprimé. C'est ce que nous allons voir à travers les commentaires que vous avez dûment sélectionnés pour nous. Bien sûr, et nous retrouvons sur Insa Gbegbeleg David qui affirme « C'est une décision pleine de maturité. Le Bénin est un pays souverain. Soit le Niger commerce avec nous en ouvrant ses frontières, soit il transporte son pétrole dans des bidons. Bourema, Faouzan abondent dans le même sens. C'est une décision tout à fait logique et réfléchie. Nous ne pouvons pas avoir une coopération à sens unique. Ça n'aurait aucun sens que le Bénin serve de zone de transit du pétrole nigérien alors que le gouvernement nigérien a coupé toute relation bilatérale. Mohamed Souna analyse la décision du président Patrice Talon et en déduit que cela répond à l'application du principe de la réciprocité. Les autorités nigériennes ne doivent pas tirer des avantages de notre État alors que nous subissons une sanction, c'est-à-dire la fermeture des frontières venant d'elle. Nos deux pays frères devront jouer la carte de l'apaisement en renouant avec le dialogue par voie diplomatique, commente Mohamed Souna sur Twitter, l'ancêtre de INSA. Sur Facebook, Boko Roland Caliste pense que c'est une bonne démarche après la menace d'intervention que prônaient plusieurs dirigeants de la CEDEAO, y compris le nôtre. Pour ma part, si l'intransigeance et la diplomatie ont montré leurs limites, il faut associer les sages, les religieux et personnalités de tous bords pouvant faire fléchir les autorités nigériennes. Ceci servira néanmoins de leçon, s'exclame notre ami Boko Roland Caliste. Via le même réseau social, Boni Agbashi Lyons affirme « Si nous nous fions aux informations venant des autorités nigériennes, c'est plutôt la Chine que nous pénalisons à travers une telle décision et non le Niger. Moi, je pense qu'il faut continuer avec l'approche diplomatique jusqu'au point où le vrai peuple nigérien enlace ses propres dirigeants. Dans cette histoire, jure notre ami Boni Agbashi Lyons sur la page Facebook de l'ORTB. Bonjour ORTB, écrit Samuel Bounongba avant de poursuivre. Entre deux pays, c'est toujours des partenariats gagnant-gagnant. Il faut risquer pour réussir, mais il ne faudrait pas que l'un prenne l'heure de l'autre pour dormir. Je ne dirais pas que cette décision est mauvaise ni bonne, car ça a des conséquences sur le Bénin et sur le Niger, tout comme le maintien de la fermeture des frontières côté nigérien. Oui, on ne peut pas vouloir être en contact avec son fœtus et couper le cordon ombilical, exporter son pétrole via Cotonou et maintenir la frontière fermée, c'est inexplicable. Il faut que les présidents Talon et Tiani nous disent la vérité, toute la vérité sur la fermeture de la frontière. Et ne l'oubliez pas, quand deux éléphants se battent, ce sont les arbres qui souffrent. Cette impasse fait souffrir les peuples béninois et nigériens, croit savoir notre ami Samuel Bounongba. Une dernière intervention pour finir, pour pas faire à les autorités de chaque côté doivent se parler et trouver une porte de sortie. Si les autorités nigériennes veulent qu'elles viennent au Bénin, s'assurer qu'il n'y a pas de base militaire comme ils le prétendent afin de dissiper leurs doutes. Un dialogue franc s'impose de part et d'autre, claironne notre ami en guise de conclusion. Merci Stade, merci beaucoup pour ces avis relayés. On se retrouve demain. Bien sûr. Et vous passez une excellente journée du lundi. Merci. Alors chacun aura une petite minute pour conclure sur le sujet. Je commence par le docteur Wisson. Bon, moi, je n'ai plus grand-chose à dire sur le sujet. Ce qui est clair, c'est que le Niger, moi je le constate, n'a aucunement l'impression d'être, n'est aucunement impressionné par ne pas fermer décider de ne pas faire passer le pipeline par ici. Le Niger n'est aucunement impressionné par cela. Ce qu'il faut faire, faut même pas aller chercher la CEDEAO pour aller en médiation. Les gens n'accueilleront pas la CEDEAO. Vous avez vu ce qui s'est passé au Nigeria. Ce sont encore les sultans.
ce sont les chefs traditionnels qui ont fait le tampon entre les deux pays et ça a donné le résultat que nous connaissons aujourd'hui. Je crois qu'il faut s'appuyer sur les chefs traditionnels, qu'il faut s'appuyer sur des voix apparemment neutres pour que la discussion commence. Mais pour que la discussion commence, il faut que chacun comprenne la psychologie de l'autre. Et si vous regardez les deux psychologies aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'incompréhension totale et c'est ce que moi j'ai essayé de faire comprendre. Jules ? Non, je pense qu'il faut que sur le plateau, qu'on s'entende au moins sur les notions basiques en termes de négociation. Même pour aller vers la médiation, il faut commencer par respecter les conditions que posent les deux parties. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, alors que vous appelez à une table de négociation, dire qu'il y a une partie qui n'a aucune raison de prendre des mesures conservatoires et que l'autre peut prendre. Et moi, sans être critique littéraire ou je ne sais de quoi le docteur Wissou a parlé précisément, ce n'est pas en regardant une vidéo, en regardant le tempérament du Premier ministre nigérien pendant qu'il parle et celui du président béninois que je sais si le Niger prend ça au sérieux ou pas. Lorsqu'il dit que le Niger n'est pas ébranlé par... Moi, j'ai entendu le Premier ministre dire que ce qui arrive est suffisamment grave. Donc, ça veut dire que le Niger prend ça au sérieux. Votre minute est terminée. Docteur Francis Attalé. Je crois qu'évidemment, la crise que nous vivons, c'est la crise du multilatéralisme qui se déteint sur nos relations régionales et sous-régionales. Il faut faire constater évidemment que le pétrole du Niger ne peut être une bénédiction pour les Nigériens que lorsque ce pétrole va gicler par ses mains et puis être vendu. 3, c'est que lorsqu'il y a un conflit entre des États, il faut forcément une médiation. Je sais qu'il y a la fondation Malé-Hossou qui est déjà allée pour la médiation au Niger. J'ai appris qu'il y a une autre organisation au Niger, l'ORITRAB, l'organisation des intellectuels traditionnels qui est en cours. Vous avez reçu ici sur ce plateau Lucien Médico qui a dit qu'il s'inscrit dans la dynamique de la paix entre le Bénin et le Niger. Donc, il y a un travail qui se fait et il est à saluer. Mais il faut dire que la posture du président béninois est une posture, je crois, patriotique, technique, et puis il est disposé à la normalisation des relations.